Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Début, Munich contre Stuttgart. L'histoire de la confrontation entre Mercedes et BMW est un éternel duel qui, dans la nouvelle lecture, commence, comme il se doit, avec les modèles phares. En effet, en août 1972, la première classe S a été présentée, et 5 ans plus tard seulement, Munich a pu répondre avec la première, 7, avec l'indice d'usine 23. Cependant, en septembre 1972, BMW présente une berline moyenne de classe BMW 5 Series avec l'indice 12, et Mercedes n'a pu s'y opposer qu'au début de l'année 1976, en présentant la première classe 123. Cependant, à la lumière de la crise pétrolière, les deux entreprises ont réalisé que même la classe E et la série 5 seraient trop grandes dans tous les sens du terme pour de nombreux acheteurs potentiels, même aise. Oui, l'augmentation rapide des prix du pétrole a donné naissance à la mode des voitures compactes, et la tendance a été lancée non pas n'importe où, mais aux États-Unis même. En même temps, tout cela sentait la tromperie, petite mais évidente, car de nombreuses personnes se sont tournées vers des voitures plus petites, mais toujours chères, et non vers les Citroën 2CV, Coccinelle VW et autres Fiat. Néanmoins, tant à Munich qu'à Stuttgart, on a garde le nez sur le vent, mais de manière différente. Mercedes sentait le diesel, on misait sur des moteurs diesel économiques, et pas seulement des 4 sur la 123e. Mais aussi des turbodiesels de 3 litres sur la classe S. Mais BMW a pris les devants en lançant en 1975 un digne successeur de la 2002, la série 3. La série 3 ainsi, dès le milieu des années 1970, les Bavarois disposaient d'une gamme complète de modèles, 3, 5 et 7, qui est restée pratiquement inchangée. En ce qui concerne les modèles, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et Mercedes? Hélas, à l'époque, elle n'avait que des SK et des SK, pas de mauvaises voitures, pour tout dire, mais Mercedes n'avait rien à répondre aux 3 de la première génération. Et comme il y avait une nécessité révolutionnaire, Stuttgart s'engage dans un modèle fondamentalement nouveau de classe compacte. Café et les Allemands. En fait, l'histoire des années 90 n'est pas seulement liée à l'éternelle confrontation entre les deux principaux constructeurs allemands. Juste après l'éclatement de la crise du carburant, les États-Unis ont introduit des règles en matière d'économie de carburant, appelée café. Cette remarque est très importante, car c'est le marché d'outre-mer qui revêtait une grande importance pour les Allemands. Après tout, les avocats et les médecins fortune étaient heureux de conduire des voitures européennes prestigieuses et, surtout, ils étaient prêts à payer pour cela. Mais pour conduire, l'argent ne suffisait pas, la consommation moyenne de carburant, conformément aux exigences de la réglementation, devait diminuer constamment pour atteindre le niveau de 8,6 litres au 100 km au milieu des années 80. À titre de comparaison, ce chiffre était celui de la VAZ 8 de 1984, en cycle urbain. Mais nous parlons de l'Amérique des années 70 et des énormes dreadnoughts. Il n'y avait donc qu'une seule solution, réduire la taille de la voiture et, par la même occasion, le nombre de litres du moteur. En effet, les moteurs à essence des Mercedes de taille moyenne de ces années-là ne consommaient en principe pas moins de 10 ou 12 litres, et aux États-Unis, on se méfiait des diesels, quelles que soient les métamorphoses du carburant. Il était donc évident que la voiture actuelle destinée au marché américain devait être compacte, prestigieuse et économique. Stuttgart lance le nouveau projet au début de l'année 1974, c'est-à-dire avant même que BMW ne présente la 3. Ce fait semble surprenant pour de nombreuses personnes, car la 190 est apparue presque une éternité plus tard, c'est-à-dire en 1983. Nous allons maintenant comprendre pourquoi. Petit, mais réel, Stuttgart n'a pas essayé de créer sa propre Passat, record ou, pour l'amour du ciel, Golf avec la cadette. Non, le chef du département des développements prospectifs, Hans Scherenberg, s'est contente de créer une petite Mercedes, c'est-à-dire une berline compacte, qui correspondrait aux autres modèles de la marque par le niveau de culture de conduite, l'insonorisation et les caractéristiques de conduite.
Il faut reconnaître que la barre était placée très haut. Le nouveau modèle ayant été créé quasiment à partir de zéro pour des raisons évidentes, les coûts n'étaient pas négligeables. Et compte tenu des buts et des objectifs fixes, il était franchement élève. Néanmoins, Stuttgart reste serein, ayant réussi à dépenser plus de 2 milliards de Deutsche Mark, soit environ $1 milliard, en 8 ans. Pour comprendre, à l'époque, c'était environ 10 fois plus que ce qu'ils ont dépensé chez Renault pour le lancement de la Logan en 2004. Et tant d'argent et de temps, les Allemands ne les ont pas dépensés en vain. Bien que le designer de Baby Benz ait été le même Bruno Sacco, les prototypes de pré-production ne ressemblaient guère au modèle précédent de la marque allemande. Surtout s'il était dépourvu d'éléments caractéristiques comme la grande calandre chromée et la séparation horizontale caractéristique des flancs. Sous cette forme, les prototypes, sur lesquels ont été effectués des tests de fonctionnement, ressemblaient soit à des Ford, soit à des berlines japonaises sans visage de ces années-là. Et les Allemands ont fait un tour de passe-passe en apposant la plaque Ushido sur ces voitures. À l'époque, pour la majorité des Européens, Ushido, Datsun, Mitsubishi semblait tout aussi plausible, et peu de gens se doutaient que, sur les routes enneigées de l'époque, ils avaient testé la vraie Mercedes-Benz, juste une petite. Bien sûr, les journalistes automobiles ont deviné que Mercedes préparait sa réponse à BMW, mais jusqu'au début des années 80, il n'y avait aucune information concrète sur cette perspective. Et si la première, 3 portes, était exclusivement une 2 portes, mais une berline, et non un coupe, comme certains le pensent. La 190, elle, restait 100% Mercedes, c'est-à-dire une pure berline à 4 portes, comme le vaisseau amiral W116. Le tout nouveau modèle est officiellement présent le 8 décembre 1982, et quelques jours plus tard, la W201 fait son apparition chez les concessionnaires. La voiture a suscité des interrogations non seulement par sa taille, tout d'abord, elle a rompu l'indexation habituelle en usine. Car la classe S était désignée comme W116, et la classe E comme W123. En même temps, la Mercedes compacte avec l'indice inhabituel W201 n'a pas reçu la désignation « lettre » du tout, devenant le modèle 190. Il convient de rappeler que l'Eshka n'est devenu 210 qu'au milieu des années 90, et l'Eshka quelques années plus tard, tandis que la 190 avait un indice de Sens dès le début. Et le plus intéressant, c'est que les chiffres 190 ne correspondent en rien à la cylindrée du moteur, comme c'était le cas pour Mercedes et BMW à l'époque. Il est très probable que Stuttgart n'ait tout simplement pas voulu designer la voiture par le numéro 2 Sens afin d'exclure toute concurrence intraspécifique, avec le modèle 2 Sens, mais en classe E. Et l'indice 180 leur semblait probablement un peu petit, bien que sur la 7C, suivante avec une carrosserie W202, tout commence avec ce chiffre. Qu'est-ce que la petite Mercedes avait de bon et d'intéressant? Extérieurement, c'est certainement quadratiche, practice, good, et le designer italien a créé un chef-d'œuvre impérissable. En effet, jusqu'au milieu des années 90, jusqu'à ce que les bioformes délavées commencent à s'imposer dans le design automobile, la 190, proportionnelle et impeccablement formée, ressemblait à un athlète issu de la chambre des poids et mesures, dans laquelle on pouvait lire sans équivoque l'appartenance aux représentants de la plus ancienne marque allemande. C'est d'ailleurs sur la 190 que Sacco utilise le même style, qu'il avait déjà fait briller en série sur la classe S de la deuxième génération, W126, puis applique sur la nouvelle Eshka, W124. D'une part, techniquement, la W201 était assez conservatrice, traction arrière, disposition longitudinale du groupe motopropulseur. Cependant, presque pour la première fois dans la catégorie des compacts, la berline a reçu un essieu arrière multilevier. Et à l'avant, malgré la propulsion, des jambes de force MC Ferson ont été enregistrées. Qui est le plus cool, Mercedes ou BMW? Si l'on regarde à la racine, on constate qu'il y a presque parité avec peut-être un petit avantage, suspension, en faveur de la 190e. La 190 était aussi sûre que la grosse Mercedes. La 190 n'avait pas vraiment de variété de carrosserie, bien que la deuxième génération de 3 portes avec l'indice E30 existe sous la forme d'une 2 portes, d'un cabriolet et même d'un break. Mercedes travaillait sur une voiture compacte à 3 portes, appelée Stadtwagen, mais heureusement que ce n'est pas arrivé sur la chaîne de montage. Quant à la version ouverte, son prototype a également été développé, mais à la fin des années 80, Mercedes a sorti non seulement un
Cabriolet sur la base de la classe E, mais aussi un Roadster SL. Mais sous le capot des versions essence de base se trouvait un 4 M102 à carburateur qui, à partir de septembre 1984, produisait. Dans la version 2 litres 105 chevaux. La voiture relativement petite avec une longueur de carrosserie de 4,4 mètres était tout à fait suffisante, bien que ceux qui aimaient économiser de l'argent et travailler dans un taxi préféraient une 190 diesel avec un moteur au M601 de 2 litres d'une puissance de 75 chevaux. En mai 1985, un 5 cylindres en ligne, 5 M602 a été introduit, qui était à la fois tractif et économique. Un tel moteur ne répondait que difficilement aux exigences du café, tout comme le 4 à essence de base, mais permettait à la petite Mercedes d'atteindre une vitesse impressionnante de 174 km/h. Le taxi est gratuit, tout comme la 124e, la 190e est devenue l'un des numéros préférés des chauffeurs de taxi allemands. Mais il y eut aussi un 190, complètement différent, en septembre 1983, au Salon de l'Automobile de Francfort. Une version 2.3 à 16 fut présentée. Cet indice se décryptait simplement, 2,3 litres de volume utile et une culasse multisoupape de Cosworth. Il s'agissait d'une réponse digne des Bavarois avec leur modèle, 6 gorges, de la 3e série, car 185 chevaux et 235 Nm permettaient à une voiture relativement légère d'accélérer de 100 km/h en seulement 7,5 secondes, et l'accélération s'arrêtait à 230 km/h. Convenant, ce résultat est digne d'intérêt. Rappelons que la voiture recevait également un volant plus effile, un différentiel à friction sur l'essieu arrière, ainsi que le système SLS, Self-Leveling Suspension, qui permet de maintenir constante la garde au sol des roues arrière. La boîte de vitesse manuelle Getrag était dotée d'un système de changement de rapport, en miroir, le premier rapport étant passe à gauche et à lui-même, ce qui, selon la légende, devait permettre de passer plus rapidement à la vitesse supérieure. En mai 1984, l'inimitable Ayrton Senna remporte la course, monomodèle, au cours de laquelle des stars du sport automobile se sont affrontés sur le Nürburgring exclusivement en 190 2,3-16s. La course était dédiée à l'inauguration du circuit Modernise, et le jeune pilote brésilien a battu Niki Lauda, 2e place, et Alain Prost, sorti de la piste au tout début après un contact avec la voiture de Senna. En 1988, le volume du moteur de la version « chargée » a été augmenté à 2,5 litres, ce qui a permis d'obtenir 192 chevaux. Exactement comme le moteur BMW M50B25, apparu quelques années plus tard. Cependant, au moment de lancer un modèle fondamentalement nouveau, Mercedes craint que la « Baby Benz », comme elle l'appelle, ne décollait pas. Le fait que la voiture ait été immédiatement qualifiée de « bébé » les a particulièrement gênés. Cependant, le « petit dernier » n'est pas devenu un souffre-douleur, en un an seulement, Sindelfingen a produit près de 110 000 exemplaires. Et en 1984, le volume de production a presque doublé. L'année suivante, 211 804 190 ont été produites dans le monde. Ce modèle est donc devenu non seulement la Mercedes la plus vendue, mais aussi l'une des voitures les plus populaires en Allemagne, ne cédant la place sur le marché allemand qu'à Volkswagen et Opel. Cela signifie que l'objectif initial a été atteint, et pas seulement de l'autre côte de l'océan. Si vous pensez que la 190e, quel que soit le volume du moteur, n'était qu'une seule voiture, vous vous trompez, en Australie, vous pouviez acheter 180e, c'est-à-dire une version localisée, qui était non seulement légèrement simplifiée et moins chère, mais aussi désignée comme telle bien avant toutes ces tchèques. Le premier estylage sérieux de la voiture a eu lieu en 1988, c'est-à-dire 5 ans après le début de la production. Il s'agissait du feuillage sur le périmètre de la carrosserie, ainsi que de petites modifications cosmétiques à l'intérieur. Presque en même temps que elle, Eshka, le 190e a reçu une mise à jour extérieure similaire pour les amateurs de sport d'arrière. Court, il existait en même temps une modification Sportline, qui était visuellement facile à identifier par une plantation inférieure de la carrosserie. Sous le capot des versions 190D est apparu avec le temps un turbodiesel M602 encore plus dynamique, qui développait 122 chevaux. Et pour les amateurs de moteurs à essence puissants, il y avait une version 2,3 litres, 132 chevaux, ainsi qu'un 6 cylindres 2,6 litres. M103 d'une puissance de 160 chevaux.
À l'autre extrémité de la gamme, une version downsizing 191.8 avec un moteur 1,8 litres M102. Mais Stuttgart ne s'arrête pas là. En 1988, les Allemands ont décidé de participer au championnat DTM, d'autant plus qu'il y avait déjà des concurrents en plein essor. Avec leur BMW M3 Evolution. C'est donc dès le début du printemps 1989 que la première évolution de Stuttgart a eu lieu, la Mercedes-Benz 190 2.5 A16. Évolution et homologuée a été présentée, produite à 502 exemplaires conformément aux exigences du DTM. Un an plus tard, la deuxième évolution a eu lieu à Genève, la Mercedes-Benz 190 2.5 A16 Evolution 2 a été présentée avec le Power Pack AMG, qui produisait 235 chevaux et 245 Nm de couple. Cette berline de 1300 kg pouvait ainsi atteindre 100 km/h en 7,1 secondes et accélérer jusqu'à 250 km/h. Le nombre d'exemplaires produits reste inchangé, 502 pièces, et la voiture vendue 115 000 marques allemandes n'avait même pas de climatiseur. Cela n'a pas empêché le pilote de l'équipe AMG Racing Klaus Ludwig de remporter le championnat DTM en 1992, prouvant ainsi dans la pratique la justesse de la théorie de l'évolution de la 190. Dès le début de l'année 1991, la 190 a reçu l'ABS en série et, en octobre 1992, la commande centralisée de la serrure des portes. Cependant, même les voitures les plus tardives arboraient généralement des vitres mécaniques pour toutes les fenêtres, et un toit ouvrant coulissant était responsable du microclimat dans le meilleur des cas. À cette époque, il est devenu évident que la première Mercedes compacte était déjà dépassée, quel que soit le type de revêtement que l'on applique sur le bas de la carrosserie. Et à Munich, à cette époque, une autre, 3, avec l'indice 36 était déjà lancée. C'est pourquoi la quadratique a pris un repos bien mérité en mai 1993, après avoir été diffusée dans le monde entier à près de 1,9 million d'exemplaires. Mais l'histoire du modèle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'en 2009, à Stuttgart, a été créé un restomode diesel. Oui, une décennie et demie après l'arrêt de la production, Mercedes-Benz a créé un prototype de Mercedes-Benz 190 des Blue FFIC-UNCY, qui ressemblait à une berline vintage habituelle, mais qui était équipée du moteur diesel le plus moderne, LEM 651, d'une puissance de 204 chevaux, qui lui permettait de développer un couple de 500 Nm digne d'une locomotive diesel. Cela permettait à cette course au canon d'atteindre les 100 km/h en 6 secondes, tout en consommant en moyenne environ 5 litres de carburant diesel. Et pour vous faire comprendre à quel point cette Mercedes apparemment classique était dans la tendance des réalisations actuelles de l'industrie automobile, nous nous souviendrons de la version de la Mercedes-Benz 190 Electro, présentée au printemps 1990. Il ne s'agissait pas d'un prototype quelconque, mais d'un lot entier, bien que restreint, de voitures électriques. Et nous terminerons par une anecdote de l'histoire de la W201, la voiture obtenue était si bonne que la Corée du Nord a décidé de la trafiquer. Oui, la RPDC a sérieusement sorti une copie illégale appelée Kansa en 88, créée à l'image et à la ressemblance de la 190 originale. Nous ne pouvons que nous réjouir que la production de masse du sub, fier nord-coréen n'ait pas atteint le stade de la production de masse.